Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric, Bonjour Bruno. ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Aujourd'hui, au Bracket Show, on a un invité, Guy Barrette. Salut Eric. Ça va bien? Salut Bruno. Salut. Ouais, ça va bien? Guy, tu vas nous parler un petit peu de comment bien débuter avec Azure aujourd'hui. Absolument, oui. Mais avant de rentrer dans le sujet, moi, si tu peux nous parler un petit peu de toi, qui t'es, puis qu'est-ce que tu fais. Alors, je suis un développeur .NET depuis VB3, donc c'est pour ça les cheveux gris ici. Ça fait, 4 ou ouais, 5 ans. 4 ou 5 ans, Ouais, c'est absolument. Je suis un VP Azure, donc j'utilise Azure depuis sa sortie il y a quelques années. Donc, développeur, trainer. Donc, au début de ma carrière, j'étais formateur certifié Microsoft. C'est mon nouveau projet. Donc, à partir de cet automne, je suis pas fait de l'été là, pour écrire un cours sur Azure que je vais donner à partir du mois de septembre en entreprise, puis aussi un petit peu partout au Canada. On a des classes publiques aussi. Donc ton projet, c'est ça, c'est Académie Azure, Azure. Académie Azure, absolument. Puis j'ai aussi une chaîne YouTube où je fais des petites vidéos, là, mais courtes, là, d'à peu près 3 à 5 minutes sur comment faire là, une tâche, mais vraiment là, juste cette tâche-là. Donc, vraiment un focus. Parce que des fois, on cherche à accomplir quelque chose, mais on est pogné pour regarder une vidéo d'une heure. Fait que moi, je fais des petites vidéos comme ça, puis c'est long à C'est faire, demandant, un c'est petit demandant. 3 à 5 minutes, là. Des Bien fois, ça compris. peut prendre plusieurs heures. Bien condensé. Puis est-ce que tu as souvent besoin de les remettre à jour avec les évolutions de Azure? En fait, je ne ou- remets pas à jour parce que ça serait trop un éternel recommencement. Parce que là, avant qu'on enregistre, tu faisais la remarque que, oups, il y a quelque chose dans le portail qui a changé. Là. Ben là, s'il fallait refaire toutes ces vidéos-là, ça serait absolument impensable. Donc, pour ceux que ça intéresse, donc j'offre 20% de rabais sur l'inscription à Azure Academy en utilisant le code Bracket Show. Donc, allez sur azure.ac pour plus d'enseignements. Puis là, présentement, j'ai pas le plan de cours, le plan de tout ça. cours complet, là, mais là, je suis en train de l'écrire, mais ça va être disponible bientôt. Mais connaissant les conférences que tu as données dans le passé, je pense que ça va être juste bien intéressant. Je pense que vous invitez tout le monde à aller vous inscrire, voir ça, aller ouais. au moins solliciter votre intérêt, puis toi, ça va te faire un petit backlog de cours à donner, puis tu vas être prêt à partir ça Absolument. en septembre. C'est Absolument. merveilleux. Parfait. Donc là, Guy, on va rentrer dans le vif du sujet. Si on part à la base, c'est quoi Azure? Ça mange quoi en Azure? hiver? C'est quoi Azure? Bien, Azure, c'est 52 centres de données à travers le monde. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle, là, on est enregistre fin juin, puis ça rajoute tout le temps. Je regardais certaines diapos que j'avais faites il n'y a pas longtemps, peut-être un 6 mois, puis c'était 40, 46. Fait que ça change tout le temps. Microsoft est tout le temps en train d'ajouter des nouveaux centres de données, ça un petit peu partout sur la planète. Le seul continent où il n'y en a pas, je pense, c'est en Antarctique. En Antarctique. Peut-être éventuellement. Il n'y a pas d'utilité, mais... Peut-être pour les pingouins, oui. Au Canada, il y en a 2. Oui. Donc, un à Québec, puis un à Toronto. Donc, ça permet de garder nos données pour les entreprises où certaines données Dans le doivent pas domaine quitter... médical, souvent, ils ont besoin d'avoir une médical, confidentialité des données, ou des ça. choses comme ça. Règle générale, c'est pas un problème, mais dans certains cas, ça l'est. Puis quand on parle de data center, tu sais, pour donner encore là une perspective c'est pas juste 2-3 serveurs, là. On parle d'à peu près quoi? On parle de bâtisses qui ont la superficie d'une dizaine de terrains de football, qui ont des centaines de milliers de serveurs, qui sont gérés par quelques personnes. C'est vraiment impressionnant. Il y a tout un Point de système vue d'auto, technologique, c'est ça, c'est impressionnant. Ouais, un système de absolument. gestion. Je ne sais pas si tu étais là quand on a vu ça, mais les premiers, quand ils parlaient des data centers avec les sensors de température, parce qu'ils font du load balancing à l'intérieur des data centers, pas juste basé sur la charge ou sur l'utilisation de la mémoire, mais aussi sur la température interne. Fait qu'ils peuvent balancer la température dans un data center en fonction de la charge. Fait que, Oui, absolument. Ouais. Puis le fait d'avoir des centres de données comme ça un petit peu partout sur la planète, ça permet de déployer nos applications près des utilisateurs. Donc, si, je ne sais pas, chez Pixis, vous avez un client en Europe, ou par exemple en France,
Ça vous permet de déployer ces applications-là dans les centres de données en France, donc plus près des utilisateurs. Le temps de réponse est doublement meilleur. Puis, en parlant de centres de données, Microsoft fait tout le temps de la recherche et du développement. Puis, récemment, il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près un mois, on fait un test avec un centre de données qui est submersible. Sous l'eau. Sous l'eau, absolument. Donc, à l'intérieur, il y a des racks de serveurs. C'est quoi leur objectif avec ça? L'objectif, c'est on sait qu'un centre de données, c'est énergivore, et puis ça dégage beaucoup de chaleur. Ouais. Donc, dans les pays plus près des tropiques, l'énergie coûte cher. L'énergie coûte cher, puis pour refroidir ces centres de données-là, ça va coûter une fortune. Donc, l'idée ici de ce test-là, c'est de voir, quand on plonge comme ça un centre de données, puis là, on s'entend, là, c'est tout petit. C'est là. tout petit, oui. C'est pas les 10 terrains de football qu'on parlait. Non. Le but ici, c'est de voir, quand on le déploie dans l'eau, au fond de l'océan ou d'une rivière, est-ce que ça nous permet de refroidir plus facilement? Puis aussi, comment on peut générer de l'énergie pour alimenter un centre comme ça? Je sais qu'il y a des façons, là, en mettant des bouées, au niveau de la surface, là, avec l'énergie kinétique des vagues, là, ça permet de générer de l'énergie. Ou des turbines. S'il y a un flot, il y a un bon courant, ça permet de générer du courant. Donc, Microsoft investit beaucoup là, dans... Ça fait longtemps qu'ils en parlent. Je pense que là, c'est un test qu'ils ont commencé à faire. C'est vrai. Là, ça fait quand même longtemps qu'ils en parlent. J'ai entendu ça. Je pense peut-être qu'il y a un an qu'ils commencent à faire du développement là-dessus. Puis on va voir les résultats, j'imagine, bientôt. Là. Ça va être le fun de pouvoir choisir. Moi, je vais avoir un centre de data center éco-responsable qui ne prend pas trop d'énergie, qui est sous l'eau. Donc, dans ces centres de données-là, il y a une panoplie de services. Il y a plus de 100 services qui sont disponibles. Donc, il y en a sous la rubrique Compute là, qui permettent de rouler des applications. Il y en a au niveau de bases de données. Donc, il y a plein de services. Et normalement, c'est là où c'est compliqué pour quelqu'un qui commence. Ouais, ça peut être un peu, excusez le terme en anglais, overwhelming, là, mais c'est comme... c'est pas au centre. Fois 3. C'est trop en même temps. Il y a trop de choses, puis on ne sait vraiment pas comment s'enligner, puis ça peut amener à des erreurs, tout de suite en partant. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'un petit peu voir comment on peut débuter en prenant l'exemple d'une application Parce qu'on n'a pas besoin de tout connaître ça pour débuter sur Azure. Absolument pas, parce qu'il y a une grosse partie de ces services-là qui sont des services plus d'infrastructure. Okay. Donc, pour nos amis IT Pro, donc réseautique, Active Directory, ces choses-là. Exactement. Nous, en tant que développeurs, on va focuser sur les services qui font du sens, qui font du sens pour nous. Super. Bon, maintenant, tu nous as parlé un petit peu de la quantité de services démesurés, je dirais, qu'il y a dans Azure. Là, on va y aller plus dans un cas d'utilisation, ou certains cas d'utilisation précis qui s'adressent aux développeurs. En fait, regardons un petit peu, ce serait quoi les différents cas d'utilisation. Commençons par une application web standard, donc qu'on peut écrire en .NET, en .NET Core, en PHP, en whatever. Donc, une application standard qu'on déploie sur un serveur web. Donc, ça, c'est classique. Ça, c'est classique. Ouais. L'autre cas, c'est des applications, ce qu'on appelle legacy, donc qui ont été écrites il y a plusieurs années. Qui sont sûrement déjà sur un serveur local, mais qu'on voudrait migrer sur le cloud. Exactement. Donc, ils sont sur un serveur quelque part ou en dessous d'un bureau, là, sur un 386 là, qui commence à ramasser la poussière. Puis, ces applications, ça peut être une application un ASP classique. Oui. Okay? Bon, VBScript. Oui. Puis, ces applications-là utilisent des DLL-COM qu'on doit enregistrer. Okay? Donc, puis là, on voudrait déployer ça dans Azure. Tu dis qu'on peut déployer ça dans Azure avec ça? Oui, absolument. Okay. Absolument. Donc, quel service on pourrait utiliser?
Serverless, donc des applications qui roulent sans serveur, donc sans infrastructure qu'on manage, le terme français, ce serait Le processing, qu'on gère, merci, merci. Donc, ça, c'est très, très populaire de ce temps-ci. Puis, il y a aussi les microservices. Donc, c'est un modèle architectural d'application qui est super intéressant, qui permet de faire des applications complexes. Donc, par exemple, SQL Database, qui est la version Azure de SQL Server, qui roule dans Azure, est écrit avec comme un microservice. Comme un microservice. J'imagine les caches Redis, des choses comme ça, des services que tu peux avoir à côté à une base de données Mongo pour être un microservice aussi, ou des choses comme ça, pas tant que ça. Je ne sais pas comment chacun a été bâti, mais spécifiquement. On pourrait en écrire nous-mêmes, mettons un service. Ouais. Il y a les fameux containers. En fait, les containers, c'est plus un modèle de déploiement. Je le mets là, c'est pas un modèle pas à confondre avec Docker, ces choses-là, nécessairement. Ben, ça peut être... Ça pourrait, Oui, ça peut être des containers Docker, ça peut être des containers Windows, on va voir un petit peu tout à l'heure. Mais c'est pas un modèle d'architecture applicative, c'est plus un modèle de déploiement. Je le mets là parce que c'est super populaire. Parce que dans le fond, une web app pourrait rouler dans un container. Absolument. En fait, les microservices peuvent rouler sous la forme d'un container. Donc, avec tout ça, on a vu les différents cas d'utilisation qu'on va faire. Là, là, pour arriver à faire ces cas d'utilisation, il faut utiliser les services d'Azure. Oui. Donc, quels services on va utiliser? Okay. Donc, si on commence par les applications web, donc ASP, Core, .NET, PHP, etc., on va utiliser ce qu'on appelle le App Service, qui va nous permettre de déployer ces applications web. Dans le cas des applications legacy, donc on doit installer un third party, je ne sais pas, c'est dépendant d'une suite d'outils. Une vieille librairie qui une librairie pour les combo box ou ces choses-là qui est un peu plus évoluée que les contrôles standards. Fait que là, il faut avoir contrôle complet de l'environnement où cette application va rouler. Donc, les machines virtuelles, c'est parfait parce qu'on peut faire du remote desktop, on peut installer tous ces composantes-là. On a un environnement Windows complet. Exactement, exactement. Donc, la différence avec le App Service, c'est un environnement qui est géré par Microsoft. Donc, on n'a pas à se soucier du système d'exploitation. L'App Service est géré par Microsoft. Oui. Donc, on n'a pas à se soucier de patcher le Windows, de patcher l'OS. C'est fait pour nous. On a juste à se soucier de l'application. Pour les machines virtuelles, ça, c'est autre chose. Oui, donc on doit faire... gérer nos updates, ces choses-là. C'est ça, on doit gérer les patchs, tout ça, donc on a le contrôle. Donc, c'est parfait dans le cas d'application Legacy où on est dépendant de l'installation de third party. Là, on a accès à plusieurs machines virtuelles, que ça va de, je ne sais pas quelle version de Windows. Oui, au niveau des versions de Windows, au niveau des versions de Linux, au niveau de la taille aussi. Puis, on peut aussi créer notre propre machine en entreprise. Puis uploader l'image. C'est ça, créer un VHD, puis uploader l'image, puis utiliser cette image. Donc, si on a déjà une infrastructure virtualisée, par exemple, pour une vieille application qui traîne sur nos machines, puis on n'a aucune instruction comment l'installer. C'est comme... C'est là. Il y a déjà deux générations de développeurs là, qui sont morts. Là, tout ce qu'on a, c'est le VHD qui roule sur un VMware quelque part dans notre infrastructure. On pourrait recréer un VHD, l'uploader, puis le rouler. Puis une chose, je ne sais pas si... Je pense pas que tu pensais en parler aujourd'hui, mais je sais qu'au niveau de Virtual Machine, quand on peut en créer sur Azure, il y a la distinction entre des VM standards et des VM classiques. Ça, je sais que ça peut peut-être être un peu mélangeant quand on arrive dessus, tu sais, rapidement. En fait, dans l'évolution d'Azure, Azure, ça fait une dizaine d'années à peu près, puis il y a eu certaines évolutions puis certains
évolutions ont été cassantes par rapport à ce qui se faisait précédemment. Donc, quand on parle de classique, c'est la façon que Microsoft gérait le déploiement puis la gestion de ces ressources-là. Maintenant, ça roule sous le nouveau format depuis plusieurs années, puis c'est géré à partir de ce qu'on appelle des ARM templates, à partir de... Le classique, je pense, tu peux l'avoir dans des resource groups ou tout ça. Il y a quelque chose par rapport. C'est ça, il y a certaines différences, mais par défaut, quelqu'un qui veut se faire une nouvelle virtual machine sur Azure, il devrait s'enligner vers le non classique. Exactement. C'est vraiment si tu en avais déjà une que tu devrais t'orienter là-dessus. Exactement. Okay. Exactement. Quand on parle d'applications serverless, ben, on a le service de fonction Azure. Donc, ça nous permet de déployer notre code. Donc, normalement, c'est du code qui est pas très grand. Hein? Ouais. Ça fait comme le nom dit, c'est une fonction. Mais on peut en avoir des dizaines et des dizaines de fonctions comme ça. Même chose que dans le cas du App Service, on n'a pas d'infrastructure à gérer. Puis là, il y a un modèle de facturation qui peut être soit par mois, donc j'achète ou je paye pour l'utilisation pour le mois complet, ou ça peut être même à l'utilisation, donc à chaque appel. Donc, souvent pour des startups, ils vont utiliser ce modèle-là parce qu'au début, ils n'ont pas besoin souvent. Ils n'ont pas besoin souvent, puis là, on n'a pas beaucoup d'argent au début, puis etc., etc. Les microservices, on va utiliser Service Fabric, qui permet justement de rouler tous ces microservices-là. Que je disais tout à l'heure, SQL Database dans Azure est écrit et roule sous Service Fabric. Donc, quand tu as une application qui est quand même complexe, un niveau de complexité, un système qui est complexe, ça peut être une application web, on s'entend, mais une application web qui est assez complexe, c'est pour pouvoir justifier la marche, là, parce que c'est quand même plus compliqué que de faire une simple web app. Oui, c'est plus compliqué parce que tu peux avoir une simple web app avec une BDSQL associée, mais si tu as quelque chose un peu plus élaboré avec une structure plus de réplication aussi, puis des choses comme ça. Modèle d'acteur, tu as un modèle d'acteur. Donc, si tu viens introduire tout ça, ben, tu vas utiliser Service Fabric. Okay. Là, tu ne parles pas de container encore. Là. Non, parce que le container, c'est un modèle de déploiement. Donc, avec une web app, en utilisant l'App Service, on peut aussi déployer dans un container. Donc, on peut le déployer dans une machine Windows ou Linux, mais aussi on peut le déployer dans un container Windows ou Linux. Ou il y a d'autres services qui sont qui offrent plus de possibilités, comme Kubernetes ou le service qu'on appelle Container Instances, qui permettent de vraiment gérer là, toute une série de containers. Oui, j'imagine l'équivalent de Docker Swarm ou quelque chose comme ça. C'est le pendant de ça. Okay. Oui, exactement. Puis les microservices, avec Service Fabric, on peut déployer notre code dans des containers aussi. Donc ça, c'est aussi possible. Donc là, on va le voir un peu plus en détail au niveau du App Service, si on voulait s'enligner vers un application. Oui, absolument. Donc, on débute, on va utiliser le service qui est, je dirais, la porte d'entrée. Probablement 90% des applications. Généralement, c'est ce qu'on fait. Oui, absolument. Donc, App Service, c'est quoi? Ça comprend les web apps. Donc, les web apps, ça nous permet de déployer notre application web. Comme j'ai dit, ça supporte toutes sortes de langages, PHP, Node, Java, .NET, .NET Core. Ça nous permet aussi de créer un back-end pour des applications mobiles. Donc, si je développe des applications n'importe quel type de technologie, que ce soit Xamarin, que ce soit une application, une page web. Native, j'imagine, parce que tu peux faire le back-end pour ça. Éventuellement, je vais avoir besoin de back-end pour des affaires comme le push notification, des choses comme ça. Oui, pour envoyer des notifications, mais aussi pour aller chercher des données, pour un bon vieux Web API. Oui, si je développe une application pour prendre des photos, par exemple, pour les stocker il faut que je les stocke en quelque part.
Donc, je pourrais les stocker. Donc, dans Azure, Mobile App permet de faire un back-end, un API pour ces applications-là. En parlant d'API, je peux aussi faire un API qui va être hosté dans App Service. Ça pourrait être aussi une application web qui a certaines pages qui ont été faites pour développer avec un API, par exemple. Mais dans ce cas-ci, ce serait seulement un API que j'aurais développé que je pourrais Ça, je pense que le API App, c'est aussi la partie qui te permet aussi de versionner tes différents API puis d'aiguiller avec les versions puis tout ça. C'est-tu le service de... Il y a un service API Management qui est plus compliqué, qui va s'installer par-dessus tout ça. Donc, ça, c'est la base. Là. Puis, on a les Web Apps for Container. Donc, nos applications, on peut les déployer sur Windows, sur Linux, puis aussi sur des containers Windows et Linux. Donc, quand on commence, ou quand on va commencer avec les Web Apps, mais ce ne sera pas long qu'on va avoir besoin de stocker de l'information, de notre application. C'est pas juste des pages web, là. Il y a quelque part... il y a des services connexes. Il y a des données en arrière, il y a quelque chose. C'est ça, là. Donc, par exemple, on va vouloir stocker nos données dans une base de données relationnelle avec SQL Database ou dans une base de données NoSQL, comme Cosmos DB. On va vouloir stocker des images, par exemple. Donc, on va utiliser le storage, le service de storage qui nous permet de stocker des images dans ce qu'on appelle le blob storage, donc des données binaires. Ça peut être aussi des tables. Il y a un format NoSQL qui est simple. C'est avec le storage qui permet de stocker aussi des données. C'est super rapide aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Bien, si on est dépendant, c'est notre application web, on parlait de legacy tout à l'heure, mais peut-être que notre application web elle dépend d'un service qui, lui, est de type legacy, qu'on doit installer dans une machine virtuelle. Donc, on pourrait avoir une machine virtuelle dans notre environnement, puis qui roule ce service-là, puis notre application web, elle peut communiquer avec. C'est ça. Elle tape dessus, on va chercher les informations qu'elle a besoin. Pour ajouter de la performance, ça se peut qu'on veuille mettre des données en cache. Donc, une fois qu'on a lu dans notre base de données SQL, c'est des données qui changent pas. On peut les placer dans la cache. Donc, on a un service de cache Redis. Parce que les machines virtuelles, mettons, pour hoster un web app, c'est quand même des machines où on essaie de garder ça limité. Fait que c'est pas la machine qui a beaucoup de mémoire, beaucoup de choses. Puis c'est pas là-dedans qu'on veut garder ça en cache non plus. On va avoir un service comme externe qui fait ça. Oui, en fait, tout... puis encore là, je reviens à la panoplie de services. Je peux commencer tout simple avec une application web qui va tout contenir ça. Au fur et à mesure que mon application évolue, bien, je peux utiliser ces services-là. L'erreur qu'on va faire souvent, là, c'est dès qu'on démarre, là, on va utiliser là, la panoplie de services, là, puis là, on veut tout faire tout de suite. Il faut utiliser le service quand le besoin se présente. Exactement. C'est la force, je pense, du cloud, c'est que ces services-là, c'est pas plus compliqué quasiment que d'allumer une switch puis de se connecter dessus. Oui. Donc, certaines parties logiques de notre application, ben, si on voit qu'on a plus de charges, puis là, ça va bien, on a plus d'utilisateurs, on va peut-être pouvoir les sortir puis les mettre dans une fonction. Donc, comme ça, on découple un petit peu notre logique, puis ça nous permet de partager la charge là, ici. On va pouvoir peut-être vouloir authentifier nos usagers. Donc, on peut utiliser Active Directory. Au lieu de tout faire à la main, ben, il y a un service d'authentification qui permet de le faire. On peut... Je vois App Insight, je ne sais pas si tu en as parlé, mais App Insight,
Moi, je l'utilise sur à peu près toutes les applications. C'est vraiment génial le niveau de détail qu'on peut aller chercher au niveau de la télémétrie d'une application. Là, j'ai déjà fait des exemples là, où on avait carrément le message d'erreur dans le browser du client qu'on voyait dans le cloud. Là. On était capable d'aller diagnostiquer la ligne JavaScript qui avait plantée dans le browser du client. Là. Ah oui, du client. Du client, à partir du OpenSite. C'est complètement fou. Donc, c'est un service qui permet de récolter de la télémétrie donc pour regarder la santé de nos applications, puis voir s'il n'y a pas des problèmes, soit au niveau de performance ou au niveau de débogage. C'est absolument génial. Puis quand on pense à .NET Core, je pense que si ma mémoire est bonne, c'est une ligne à ajouter pour que ça soit fonctionnel. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a de la difficulté à mettre en place. C'est rapide. Exactement. Ça aide beaucoup. Exactement. Puis en dernier, on a les services cognitifs. Donc, si on veut rajouter de l'intelligence artificielle à notre application, on parlait tantôt d'une application mobile qui uploaderait des images. Analyser l'image. Il y a des services justement qui permettent d'analyser l'image puis de regarder si c'est une image qui devrait être stocké ou non. On pourrait faire de la censure d'images, que je vois ce que tu t'en vas, là. Ou même catégoriser les images, mettons, c'est-tu dans la catégorie des objets, des véhicules ou des whatever. Des animaux. Ou des chameaux. Des chameaux. Tu pourrais carrément demander ça, effectivement. Donc là, on a fait pas mal le tour de tout ce que ça comprend Azure d'un très haut survol. Là, on commence à avoir hâte de... On veut voir du concret. On veut le faire. On est tanné de voir des slides. OK, passons au concret. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans le portail. Donc, le portail Azure, c'est là où on va retrouver la façon de gérer les différents services qu'on va utiliser. Donc, on peut créer des instances de ces services-là. On peut voir un petit peu la santé de ces services-là. On peut les détruire une fois qu'on n'en a plus besoin. On peut voir aussi combien ça va nous coûter. Ça, c'est super important. Un des aspects qui est important, si vous allez sur azure.com, il y a un item de menu qui s'appelle Pricing, ou la liste de prix, là, finalement. Donc, c'est super, super important d'aller jeter un coup d'œil. Quand on fait un projet, quand on veut démarrer un projet sur Azure, il faut être conscient des coûts, parce qu'on paye à l'utilisation. Donc, c'est super, super important de comprendre c'est quoi les coûts. Puis il y a un item qui est super intéressant, c'est le calculateur. Il y a une calculatrice de coûts qui permet de choisir, moi, je vais utiliser, par exemple, App Service, je vais utiliser une base de données, je vais utiliser telle chose, puis ça nous fait comme une estimation. Il faut quand même faire un peu notre évaluation, comme on le ferait dans un projet classique. Il faut évaluer un peu la charge qu'on prévoit avoir dans notre application, puis être capable de faire un peu la même chose. Si on avait besoin d'acheter un équipement demain matin, on se demanderait quelle grosseur d'équipement on a besoin d'acheter. On se poserait la question, combien d'utilisateurs, combien de requêtes, c'est quoi l'espace disque qu'on a besoin, puis on planifierait, mettons, pour les 5 prochaines années, parce qu'on sait qu'on peut upgrader. Il faut faire ce même espèce de raisonnement-là, mais là, on a des outils qui peuvent nous aider à calculer tout ça. Originalement, c'était les gars d'IT Pro, les gars ou les filles d'IT Pro qui faisaient cet exercice-là. Là, maintenant, je pense que c'est important dans une équipe, si on fait du Azure, que tout le monde soit conscient des coûts. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose, si tu instancies quelque chose, si tu vas... je ne sais pas moi, tu choisis Cosmos DB au lieu d'un autre système de base de données NoSQL, c'est quoi l'impact au niveau des coûts? Dans les équipes agiles où on travaille plus souvent qu'autrement maintenant, c'est ça, c'est que tout le monde a un peu la responsabilité de ça. Fait que les décisions sont basées sur ce qu'on livre comme service au client, mais aussi sur le coût que ça va coûter. Puis des fois, on prend une décision par rapport à une autre juste parce que ça va être moins cher, puis plus facile à développer, mais c'est tout ça inclus en même temps. Oui, absolument. Donc, c'est super important d'impliquer l'équipe au niveau du pricing. OK, de retour dans le portail. Si on se créait une application web. Ben oui. Hein? C'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire. Donc, on va créer une ressource. Donc, je vais cliquer ici sur « Créer une ressource ». Puis, je vais taper « Web App ». Donc, déjà là, on retrouve Web App. OK?
Donc, une application web. Donc, j'ai plusieurs choix. Il y en a qui... certains systèmes vont provisionner aussi une base de données SQL, tout ça. Ce qu'on va faire, on va utiliser une application web standard. OK, donc, on a un petit peu de description sur ce qu'on va créer. Puis ici, on doit donner un nom à notre application. Donc, on remarque qu'il y a .azurewebsites.net. Donc, ça va être le nom de domaine de base de notre application. Donc, il faut trouver quelque chose qui va être unique. Donc, si je tape Bracket Show, on voit que bracketshow.azurewebsites.net est déjà malheureusement, déjà notre site web est Oui. déjà sur ce nom-là. Fait que, vous voyez ici, bracketshow.azurewebsites.net est disponible. Donc, on va utiliser. Si on a plus qu'un abonnement, on va pouvoir le sélectionner ici. Donc, je vais utiliser celui-ci. Je vais créer un groupe de ressources, un nouveau groupe de ressources, puis je vais prendre un nom par défaut, donc qui est le même nom que mon application web. C'est quoi un groupe de ressources? Oui, c'est quoi un groupe de ressources? Hein? Un groupe de ressources, c'est un conteneur logique. Pas un container comme un container Docker puis tout ça. C'est un dossier. Un dossier, OK? Ouais. Dans lequel on va pouvoir y placer les différents services qu'on utilise. Donc, si on a un client ABC, okay, puis on fait une application web, puis on va utiliser une base de données, un service de base de données, une cache Redis, etc., etc. On est mieux de tout regrouper ces services-là, sous le même groupe de ressources. Ça va être plus facile à retrouver. Ouais, si je ne me trompe pas aussi, si, mettons, tu fais ça juste pour une démo client, si tu détruis le groupe de ressources, ça va détruire tout son contenu. Et ça, c'est la beauté de l'affaire. C'est-à-dire que, exactement, quand je fais des essais, une petite démo, ben si j'ai 10 services à l'intérieur, au lieu de détruire chacun des 10, je détruis le groupe de ressources, puis ça vient de tout détruire. Donc, c'est ça un groupe de ressources. Donc, mon OS, je vais le prendre... J'ai juste une petite question peut-être par rapport à ça, peut-être tu la réponse ou pas. Là. Si une ressource dans un groupe de ressources est utilisée dans un autre groupe de ressources, par exemple, ou un autre service y réfère d'une façon quelconque, si je détruis le groupe de ressources... S'il réfère, tu vas l'appeler... Par exemple, j'ai une base de données dans un service, puis j'utilise cette base de données-là ailleurs, puis je détruis le groupe de ressources. Est-ce qu'il y aura une protection comme quoi... Dans certains cas, Azure va être capable de détecter ces relations-là. Donc, tu essaies de détruire un groupe de ressources, puis il va avoir un message qui va dire tu ne peux pas parce qu'il y a quelque chose qui est déjà utilisé. Comme par exemple, j'ai mon serveur SQL dans une ressource, puis j'ai une base de données dans cette ressource-là, puis une base de données dans l'autre. Ça, c'est un lien qui va être conservé entre les deux. Oui, mais c'est pas tous les cas. C'est pas tous les cas qui sont couverts. J'aurais tendance à croire qu'un Web API, il ne verrait pas le lien parce que c'est des calls web. C'est ça. Puis qu'il viendrait juste le supprimer. Exactement. Donc, par la suite, je choisis mon OS, donc Windows, Linux ou Docker. On va choisir Windows. Je dois maintenant choisir mon plan, le Plan App Service. C'est quoi ça? C'est finalement, je vais cliquer ici sur Créer, parce que par défaut, il me dit, je vais t'en créer un dans Canada central avec le type S1. Donc, si je clique sur Créer, je vais lui donner un nom. Donc, encore là, Bracket Show Azure. Je choisis mon emplacement. Donc ça revient avec tous les data centers que tu nous as parlé au début. Ouais. Ça se peut que tous les data centers ne soient pas listés ici. OK? Donc, dépendamment de notre type de subscription plan, puis aussi, dépendamment d'où on est sur la planète, il y a des centres de données qui sont disponibles seulement pour des régions particulières. Les régions comme la Chine, l'Allemagne. Il faut que tu sois citoyen du pays ou une société là, du pays pour pouvoir y accéder. Donc, on va choisir, Canada central, puis on doit choisir le niveau tarifaire. Le niveau tarifaire, c'est quoi? Bien, c'est
les ressources qui vont être disponibles. C'est la taille de notre machine qui va rouler notre application web. Ça l'a changé là, dernièrement. Avant, c'était pas cette Oui, interface-là. c'était pas cette interface-là. On avait une interface beaucoup plus... Donc, toi et moi, on est mêlés là, présentement. Effectivement. Bon. Donc, ici, par exemple, par défaut, on nous propose S1 qui est un cœur, puis 1,75 giga de mémoire, pour un coût estimé de 90 par mois. Donc, plus on va vers une machine qui va nous donner plus de ressources, bien, plus on va débourser. Comme ici, on passe à 180 pour un cœur avec 3,5 giga de mémoire, etc., etc. Donc, c'est pour ça que, je reviens encore là, c'est important de comprendre le pricing parce qu'on peut faire un mauvais choix. On peut faire un mauvais choix ici, mais c'est-tu important? Ça change facilement. Ben oui. OK? Une fois qu'on a choisi notre plan, OK? Commençons plus bas. Hein? Donc, ça va coûter moins cher. Puis si on s'aperçoit qu'on a besoin de plus de ressources, on a juste à changer le plan puis augmenter notre capacité. Puis même au début, je pense qu'on peut carrément partir avec un plan gratuit, qui va peut-être être plus pour le développement, mais on a un free tier. Oui, on peut créer 10 applications web gratuitement avec de sérieuses limitations. Okay? Donc, mais quand on clique ici sur développement en test, okay, on peut même tomber ici à 11 par mois. Donc, pour faire des tests, là, c'est parfait. C'est probablement, tu sais, des fois, c'est suffisant pour les suffisant. tests. OK, on va cliquer OK. On va... Tu sais, ceux qui ne sont pas habitués, l'espèce de navigation qu'ils ont introduit avec le portail, qui appelle ça des... Gauche à des tuiles, Non, je pense qu'ils appellent ça des blades. Des blades, oui. C'est des panneaux qui se rajoutent vers la droite tout le temps, puis quand tu reviens vers la gauche. Il faut s'habituer. C'est un nouveau type d'interface peut-être. On voit pas ça dans beaucoup d'applications. Exactement. Je vais cliquer sur Créer. Puis là, ça va prendre quelques minutes pour, 1 ou 2 minutes là, à créer. OK, notre application vient d'être créée. Donc, j'ai une notification que le déploiement a réussi. Yeah! Donc, ça a pris peut-être une petite minute là, à créer. Donc, ici, j'ai la blade ou la tuile là, qui nous offre des informations. Donc, ici, j'ai une vue d'ensemble. J'ai le URL. Donc, si je clique sur ce URL-là, donc là, on a déjà une application. C'est une application qui roule. En fait, c'est juste une petite page là, qui nous dit que ça fonctionne. Qui nous dit que ça fonctionne. OK? Donc, éventuellement, je vais vouloir déployer du code là-dessus. Je peux le faire par FTP. Donc, j'ai des noms d'utilisateurs, mots de passe aussi que je peux utiliser pour faire mon déploiement via FTP. J'ai différentes choses que je peux utiliser comme on parlait tantôt de changer le plan. Donc, si je clique ici, je vais pouvoir, on a choisi S1, mais on pourrait passer à S2 ou à autre chose par la suite. Donc, j'ai une application. Puis là, ce que je vais vouloir faire, c'est à partir de Visual Studio, c'est déployer une application ASP MVC là, standard, là, déployer ça dans Azure. Je vais vouloir faire ça avec le tooling qu'on retrouve dans Visual Studio. Parlant de Visual Studio, ce qu'on vient de faire là dans le portail Azure, ça se fait aussi directement à partir des outils Azure de Visual Studio. Oui. Donc, si je bascule ici dans Visual Studio, donc, j'ai créé auparavant là, une application ASP MVC là, standard, vanille. J'ai changé aucune ligne de code. Puis ce que j'ai fait right-click Publish ici. Ça m'amène à cet écran-là. Donc, il faut comprendre que quand on installe Visual Studio, on a différents rôles qu'on peut sélectionner.
un des rôles, en fait, le rôle qu'on doit sélectionner, c'est celui de cloud, du développement cloud avec Azure. Donc, ça nous installe des wizards, du tooling, des templates de projet qui sont spécifiques à Azure. Donc, là, on veut déployer notre application sur le site web qu'on a créé auparavant. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur Start. OK. Et puis, on peut, par défaut, ici, j'ai App Service qui est sélectionné. Donc, comme tu mentionnais, je pourrais créer, si je fais Publish ici, je pourrais créer un nouveau site web. Donc, au lieu de faire ce que j'ai fait dans le portail, je pourrais le faire directement dans Visual Studio. Donc, on voit le nom par défaut, c'est Bracket Show Azure avec la date. Donc, on peut choisir notre subscription, notre groupe de ressources, etc., etc. Nous, on a déjà préparé. On l'a déjà préparé. Je voulais vous montrer un petit peu la navigation dans Azure, puis comment qu'on utilise Azure. Ce que je vais faire, je vais choisir Select Existing, donc un site existant, cliquer sur Publish. Donc, je suis déjà authentifié. OK? Donc, il a fallu que je m'authentifie pour aller chercher ces ressources-là. Si tu n'avais pas été, tu aurais eu une page de login qui t'aurait demandé de t'authentifier avec ton compte Microsoft. Oui, oui. Donc, ici, on va retrouver les subscriptions. Donc, c'est la bonne par défaut. Puis, vous voyez ici, j'ai deux groupes de ressources. J'en ai un qui s'appelle Azure AC Demo App, quelque chose qui existait déjà auparavant. Oui, je pense que j'ai entendu quelqu'un parler de ça, qui est une espèce de nouveau projet de formation sur Azure. Oui. Puis, ce qu'on a créé il y a quelques minutes, c'est notre Bracket Show Azure. Donc, je vais le sélectionner. Okay. Donc là, ça nous amène un peu ce qu'on avait avant quand il fallait publier sur IIS, un peu l'interface Wizard qu'on a pour déployer. Donc ça, ce processus-là, il va exécuter les config transform et tout ça comme une publication sur IIS standard, mais il le fait dans le cloud. Oui, exactement. Donc, il va faire la compilation locale, il va faire les transformations, tout ça, il va packager l'application, puis il va la déployer dans Azure. Puis là, même gentiment, il nous part l'application directement avec la bonne URL. Oui, Bracket Show Azure, azure.azurewebsites.net. Pour ceux qui se demandent, est-ce que je suis pogné avec ce nom de domaine-là? Absolument pas. Donc, on peut signer un nom de domaine. Donc, on a un nom de domaine qu'on a acheté d'un registrar quelconque, GoDaddy, Over, etc. Ou on peut l'acheter directement dans Azure, puis ça va. Puis après ça, c'est facile à reconfigurer pour la redirection. Oui. Donc, on a notre application qui fonctionne, qui est démarrée ici. Donc, ça n'a pas été plus compliqué que ça. Évidemment, dans un contexte où je suis seul développeur, je ne suis pas dans une équipe, c'est quelque chose que je peux faire. Dans le contexte d'une équipe de développement, ben là, on va vouloir avoir quelque chose de plus complet. On va vouloir automatiser soit depuis un gestionnaire de sources. Donc, par exemple, si on utilise Git ou GitHub même, on pourrait penser, ou Visual Studio Team Services, donc qui est VCS, qui est Visual Studio, qui est TFS en ligne. On peut penser à chaque fois qu'on fait un check-in, qu'il y a un déploiement qui est fait. On parlait du prix sur Azure, puis des bons de crédit, puis tout ça. En tant que, si tu es en tant que développeur, tu as une licence MSDN de Visual Studio, tu as accès à des crédits déjà gratuits. Excellente question, Éric! Donc, si vous avez un abonnement MSDN, donc ça veut dire quoi, là, pour ceux qui se posent la question? On peut acheter... il y a différents modèles d'achat de Visual Studio. On peut l'acheter dans une boîte. Donc, on n'a pas l'abonnement MSDN qui vient avec. On peut aussi l'acheter sous le format d'un abonnement MSDN. Donc, c'est un petit peu plus cher, mais il y a différents outils
licences qu'on peut Ça, utiliser. c'est un abonnement annuel. La première fois, il coûte plus cher. Après ça, il coûte moins Ouais. cher. Puis tu as les updates Puis automatiquement. maintenant, il est aussi disponible en format location, c'est-à-dire en paiement mensuel. Ouais. Donc, c'est génial pour les Surtout pour les startups. Qui n'ont pas le moyen de se l'acheter pour toute la gang de ça. développeurs au premier jour. C'est ça, Donc, tu commences à 2 développeurs, ben là, tu y vas sur la base mensuelle, puis éventuellement, ben, quand l'argent rentre, on peut y aller sur un modèle plus élevé. Donc, pour venir à ta question, Éric, si on a un abonnement MSDN, on a des crédits mensuels Azure. Donc, à la droite de l'écran, si j'ai Visual Studio Entreprise, j'ai 190 $ canadiens que je peux dépenser par mois sur Azure. Okay? C'est de l'argent mode dev test, OK? Mais on peut tester, on peut déployer, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite là, tous les services sont disponibles. Tous les services sont disponibles. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut se mettre une limite de dépenses sur notre abonnement. Okay? Donc, on peut dire, regarde, quand tu arrives à 190, arrête. Donc, personne n'a de facture surprise. Est-ce qu'on peut limiter par groupe de ressources? Est-ce qu'on peut mettre des quotas par groupe de ressources? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Donc, si on a Visual Studio Pro, ben, on a 70 $. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que si je reviens, je vais retourner sur Azure. Donc, si vous voulez débuter, vous allez créer un nouveau compte. Donc, je clique sur mon nouveau compte et pour les premiers 30 jours, j'ai accès à 250 $ de crédit. Donc, le premier mois, je peux me lâcher l'os un petit peu, essayer... Vraiment prendre le temps d'essayer. Oui, essayer toutes sortes de choses. Donc, ça, c'est pour les premiers 30 jours. Puis, au bout de 30 jours, ils disparaissent. Fait que, pensez-y, créez pas votre compte 2 mois à l'avance avant de dire je vais commencer à tester. Attendez à la dernière minute. Puis, par la suite, j'ai 12 mois de service qui vont être gratuits. Qu'est-ce que ça veut dire, 12 mois de service gratuit? Par exemple, une machine virtuelle Windows, 750 heures par mois. Ça donne quoi à peu près, 750 heures? Ça doit donner proche d'un mois. Ça donne le mois au complet d'utilisation. Donc, on a accès à une machine. Pendant 12 mois, tu as une B1S, okay, donc, qui est un niveau basic, ce qu'on a utilisé tout à l'heure. OK? Gratuitement, pendant 12 mois. Elle peut rouler 24 heures sur 24. OK? Je peux en avoir une Linux. J'ai accès à du stockage binaire. J'ai 5 GB, des fichiers 5 GB, base de données SQL 250 GB. Du bandwidth, parce que le bandwidth ou la bande passante qui entre dans un centre de données est gratuite, mais tout ce qui sort du centre de données est facturable. OK? Donc, plus notre site, plus notre application devient populaire, bien, plus là, on a des risques d'engendrer des coûts. Oui. Ce qui est une bonne chose au final, si on est rendu là. Oui, exactement. Mais là, j'ai 15 gigas par mois de bande passante gratuitement pendant un an. J'ai accès aussi à une base de données Cosmos DB ici. Donc, ça vaut vraiment la peine, de profiter de vos crédits MSDN, si vous en avez. Okay? Puis quand on se crée un compte, ben, d'utiliser ces services-là qui sont gratuits. Avec ça, ben, puis avec la limite de dépenses que vous faites setter sur votre compte, ben, il n'y aura pas de surprise. Donc maintenant, Guy, on a fait pas mal le tour d'une petite vidéo d'introduction de bout en bout. Là. On a expliqué qu'est-ce que c'est Azure, les différents services. On a vu certains scénarios d'utilisation, comment faire un web app, qu'est-ce que c'est un web app, puis les différentes composantes qu'on peut utiliser alentour de ça. On a même vu comment le faire concrètement avec le portail, avec Visual Studio d'un bout à l'autre dans toute son ampleur. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, en fait, il y a un outil qu'on n'a pas utilisé, c'est Visual Studio Code, qui est super populaire présentement. Ben, il y a du tooling qu'on peut installer, des extensions Azure,
qui permettent de faire à peu près la même chose, de créer nos différents services à partir de code, déployer notre application. Donc, si vous utilisez code, ben vous avez accès aux mêmes choses. Surtout avec les projets ASP.NET Core de plus en plus émergents, Ouais. ça rouvre la plateforme à plein de monde qui n'était peut-être pas natif du monde de Microsoft, qui apprennent à faire des applications .NET, donc puis déployer ça rapidement à partir Donc, de... il n'y a pas vraiment de raison au final pour ne pas s'en aller vers Azure. Tellement il y a d'options disponibles pour être capable de déployer sur la plateforme, tellement de scénarios dans lesquels on peut déployer. Ouais. Dans un prochain épisode, on pourrait peut-être parler de toute l'intégration avec VSTS, puis avec les différents... Oui, parce qu'il y a plein d'affaires. Là. On aurait pu parler pendant des heures, là, comment créer un pipeline d'intégration, comment, à partir d'un web app, on peut créer ce qu'on appelle des staging slots ou des deployment slots, c'est-à-dire un site web de développement, un site web de test, notre site web de production, comment déployer Permettre de mettre à jour, je présume, sans downtime. Oui, exactement. Ça fait que tout ça, là, c'est bâti sur la plateforme. Fait qu'on pourrait éventuellement couvrir cet aspect-là. Merci bien, Guy. Oui, merci plaisir. beaucoup. Puis en finissant, évidemment, on vous invite à vous inscrire à la chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas déjà abonné. Sans oublier de prendre la petite notification pour être sûr de recevoir les mises à jour quand on a des nouveaux épisodes. Puis on va mettre tous les liens pour Azure Academy, pour notre présentation, toutes ces choses-là, ça va être disponible. Dans la description de la vidéo. Exactement. Puis merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.